Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Je vous retrouve ce soir pour aborder le thème de la violence au programme des ECG et des ECT cette année. Et j'ai choisi ce soir d'aborder la thématique des violences urbaines, des violences liées aux banlieues. Jusqu'à présent, j'ai travaillé plutôt à partir de supports artistiques comme des peintures, des sculptures. J'ai choisi aujourd'hui d'aborder une chanson et je pense consacrer quelques séances à des chansons. Ça change un peu du support. Vous devez produire une dissertation, vous avez la possibilité de l'illustrer en général par des apports de sciences humaines, de philosophie et de littérature. Je laisse à vos professeurs le soin de vous apporter des éléments de cours. Je ne veux pas interférer sur leur travail, simplement montrer qu'on peut aussi traiter la question à travers le commentaire d'œuvres d'art et le commentaire de chansons. J'ai choisi pour ce soir une chanson qui date de 1978 et qui appartient à l'opéra rock Starmania. Le chanteur en est Daniel Balavoine, en duo avec Nanette Workman. Cette chanson, je pense qu'on la connaît tous, elle s'intitule « Quand on arrive en ville ». Comme tout l'album Starmania, elle a été composée par Michel Berger et Luc Plamondon, qui donc ont souhaité produire ce qu'ils appellent un opéra rock, et ce spectacle est joué pour la première fois le 10 avril 1979 au Palais des Congrès de Paris. Le synopsis de cet opéra est assez simple. On est dans une projection dans un futur proche, l'Occident a été unifié en un seul État, on est à l'approche de l'élection présidentielle dans la ville de Monopolis, qui est donc la capitale de l'Occident, territoire unifié. Or, la ville de Monopolis est terrorisée par une bande de jeunes qui s'appelle les Étoiles Noires, et le chef de bande, Johnny Roquefort, est joué dans l'opéra par Balavoine. Alors, le mot Roquefort, bien sûr, n'est pas le fromage, même s'il y fait allusion de manière amusante, mais c'est le hard rock, littéralement, le rock fort. Donc c'est une allusion à une manière de penser le rock, une manière violente, peut-être, d'envisager le rock. Et ce personnage de Johnny Roquefort agit sous l'emprise d'une étudiante agitatrice qui s'appelle Sadia et qui est donc le personnage joué par Nanette Workman. Je me permets, même si bien sûr vous aurez le plaisir de la réécouter j'imagine, de vous rappeler le contenu des paroles de Quand on arrive en ville. Je vais les lire comme un texte et pas comme une chanson rythmée. Quand tout le monde dort tranquille, dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les zonards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings ? Qui met le feu au building? C'est toujours les zonards. Alors c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants, mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on veut, mais en attendant, quand on arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour, on est tranquille, on passe incognito. Le soir, on change de peau et on frappe au hasard. Alors préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile. Ça vous paraît bizarre? C'est peut-être qu'on est débile. C'est peut-être par désespoir, du moins... C'est ce que disent les journaux du soir quand on arrive en ville. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux, on prend tout ce qu'on peut en attendant. Quand viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, demain, il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va peut-être tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard, de peur qu'on égratigne vos jaguars. Préparez-vous pour la bagarre. C'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Ce duo, donc, donne à voir des personnes dites marginalisées, appelées dans la chanson les zonards, qui arrivent en ville pendant la nuit et provoquent la panique et la peur parmi les habitants. La violence est explicite. On nous parle de criminels qui violent des femmes dans les parkings, qui incendient des bâtiments, les buildings, qui sèment le chaos dans les rues, qui s'attaquent à des promeneurs qui ressortent sur des brancards, égratignent les jaguars, menacent de tout casser, on va peut-être tout casser, et produisent sur les boulevards de la ville
Une panique, c'est la panique sur les boulevards. Ils ont un rasoir sanglant dans la poche, ça veut dire qu'ils sont venus pour saigner, et ils sont venus pour saigner du riche, c'est-à-dire des gens qui vivent dans les buildings, en ville, et qui possèdent des jaguars. Le titre à lui seul est un bon indicateur de l'opposition de deux espaces. Un espace d'où viennent les individus violents, et un espace où se déploie la violence. Opposition qui recoupe donc les banlieues, évoquées dans l'expression banlieue dortoir dans la chanson, et la ville, quand on arrive en ville. Par l'usage de raccourcis, par un défaut d'articulation, des sortes d'élisions, c'est-à-dire de syllabes avalées comme dans l'expression « tout le monde » pour « tout le monde » ou « tout ce qu'on veut » c'est être heureux, « c'est peut-être qu'on est débile », par ces raccourcis langagiers donc, se trahit la jeunesse et l'impatience de ceux qui n'ont pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans, mais aussi un langage qui est celui des banlieues. La thématique de la violence dans les banlieues n'est pas nouvelle. Cela fait plus de 3 décennies que les banlieues sont sur le devant de la scène médiatico-politique. On ne les appelle d'ailleurs pas toujours banlieues, on peut les appeler les quartiers, les cités ou les US, zones urbaines sensibles. Le terme même de banlieue date du XIIIe siècle dans les langues romanes et désigne un territoire d'un rayon d'une lieue, c'est-à-dire à peu près 4 km, sur lequel une autorité, elle peut être celle d'un seigneur, d'un abbé, exerce ce qu'on appelle un droit de ban, B-A-N, c'est-à-dire le droit d'ordonner, de juger et de prélever une redevance. Dans ces espaces se développaient des petites villes, des petits noyaux de peuplement qu'on appelait faubourgs, c'est-à-dire des bourgs, mais hors les murs, des faubourgs. À partir du XVIIe et au XVIIIe, on appellera banlieue un territoire ou un ensemble de localités environnant une grande ville. Le terme de banlieusard date de 1889 et caractérise l'homme qui vit en dehors de Paris, dans la périphérie, dans la banlieue de Paris. Paris et sa banlieue s'élaborent comme des espaces séparés, d'abord par l'érection de barrières matérielles, comme des fortifications ou des murs, mais aussi par des barrières plus abstraites, comme l'installation de manufactures industrielles à la périphérie de Paris, par exemple, ou la construction, dans les années 50, du boulevard périphérique, le périph'. D'ailleurs, la politique qu'on appelle du Grand Paris a pour ambition de réduire cette dimension de barrière entre banlieue et centre-ville, en empruntant notamment la politique de Londres dans les années 60, puisqu'on a eu une politique qui s'appelait le Grand Londres en 65, où l'aménagement du territoire cherchait à détruire cet effet de frontière radicale entre deux espaces antagonistes. La ville décrite dans Quand on arrive en ville est une ville extrêmement minérale. Il est question de buildings, il est question de grands boulevards. C'est une ville moderne, peut-être un centre d'affaires. Ce centre d'affaires dans lequel s'inscrit l'une des autres célèbres chansons de cet opéra rock Starmania, qui est le blues du businessman. Dans ce monde moderne, il y a des voitures, il y a des parkings, mais il n'y a pas de nature. Cette ville apparaît comme le lieu de la bourgeoisie. Les gens se promènent, ce sont des passants, on ne les voit pas travailler. Le soir, ils sortent, ils vont danser, après avoir garé dans des parkings leur Jaguar. À l'opposé de cette représentation, il y a les banlieues dortoirs. Et dans les banlieues dortoirs, tout le monde dort tranquille. Autrement dit, après une journée de travail éreintant, on ne peut que dormir, on ne sort pas le soir comme les promeneurs dans le centre-ville. On peut imaginer que ceux qui dorment tranquilles dans les banlieues dortoirs sont les parents de cette bande de jeunes qui, à la nuit tombée, descendent sur la ville. Ces jeunes ne disent pas qu'ils arrivent des banlieues dortoirs, ils disent qu'ils arrivent de nulle part. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part, on vit sans domicile, on dort dans des hangars. Autrement dit, ce ne sont pas seulement des banlieusards, ce sont des sans domicile fixe. Ils zonent, ce sont les zonards. Et dans leur quartier d'origine, ils ne se font pas remarquer. Le jour où on est tranquille, on passe incognito. Ce n'est que lorsqu'ils arrivent en ville qu'ils changent de peau, se maquillent, sortent leur rasoir. Ils viennent apporter quelque chose qui est leur quotidien dans les quartiers de banlieue. Ils apportent avec eux la violence. Ils viennent troubler l'ordre et le bonheur bourgeois du centre-ville. La violence apparaît ici
comme un comportement perturbateur de l'ordre. Il y a un ordre et dès que cet ordre est rompu, cela est de l'ordre de la violence. Chaos et désordre qui est tout à fait exprimé dans l'expression « c'est la panique sur les boulevards ». Cette violence donc, que viennent déverser de l'extérieur ces jeunes sur la ville, le centre-ville, est une violence mise en scène. Elle doit être choquante, particulièrement visible, comme le sont sur les lames de rasoir, qui font un éclair dans le brouillard. D'abord, ces personnages, du groupe des Étoiles Noires, n'est pas particulièrement viril. On n'a pas l'air viril. Et compense cette dimension d'absence de virilité par un maquillage. 78-79, c'est le début de la période punk, où en effet on se maquille, comme le groupe des Cure par exemple. Mais un maquillage qui n'est pas là pour embellir, qui est là pour impressionner, qui est là pour faire peur aux passants. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Cette visibilité est essentielle, parce que ces hommes, nous ont-ils dit, arrivent de nulle part. Ils ne sont pas visibles. Ils sont sans doute des invisibles, qui se donnent une visibilité extrême en arrivant dans la ville, en descendant sur la ville. Invisibles, ils le sont toute la journée. Le jour où on est tranquille, on passe incognito. Mais dès que le soir tombe, que la nuit les protège, ils changent de peau. Le soir, on change de peau et on frappe au hasard. L'opposition du jour et de la nuit symbolise assez l'opposition radicale entre les deux espaces de la banlieue et de la ville. La nuit apparaît comme une sorte de toile de fond sur laquelle le rouge aux lames de rasoir, les éclairs dans le brouillard et le feu au building sont beaucoup plus visibles. La nuit, c'est aussi ce qui offre un manteau protecteur pour ceux qui voudraient s'adonner au crime sans être punis pour cela. Maquillés, ayant changé de peau, ils sont indiscernables. Et leur irresponsabilité est soulignée par le fait qu'ils ne sont pas identifiables, ce que suggère l'emploi répété du pronom personnel « on ». Quand on arrive en ville, on n'a pas l'air viril mais on fait peur à voir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. On prend tout ce qu'on peut en attendant. La nuit, enfin, choisie donc par ce groupe d'individus, est angoissante, elle augmente la terreur des passants. La nuit, enfin, c'est le monde aveugle. Or précisément, la violence qu'il revendique est une violence gratuite, aveugle, qui tombe au hasard. Le soir, on change de peau et on frappe au hasard. Cette violence ne vise personne en particulier, elle vise les gens. Les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. Il ne s'agit pas non plus de casser quelque chose. On va peut-être tout casser. Enfin, c'est une violence sans raison. On agit sans mobile. L'expression de violence gratuite ou de violence sans mobile, elle est quand même problématique, car les deux personnages qui chantent cette chanson expliquent leur motivation. C'est notamment l'objet du refrain. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Cette quête de bonheur qui est affirmée dans le refrain est déjà une justification sans doute de cette violence en ville. Alors que les cités dortoirs dorment après leur journée de travail, après avoir trimé toute la journée, on ne peut plus que tomber sur son lit mort de fatigue, ces jeunes ont décidé de donner du sens à leur existence en étant les acteurs de la dévastation des villes à la nuit tombée. La violence apparaît comme l'expression de la vitalité. Si on ne vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Il s'agit de donner du sens à son existence. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir, se demandent ces deux jeunes. On va peut-être tout casser, voilà la solution. Face à une jeunesse désœuvrée, eh bien l'action, y compris cette action extrêmement forte qu'est la violence, serait l'expression de la vitalité. On retrouve là l'étymologie de la violence volentia qui vient de vis, la force vitale en latin. En 2019 est paru un ouvrage intitulé « Sur la violence gratuite en France, adolescents hyperviolents, témoignages et analyses » aux éditions de l'Artilleur, de la part du médecin Maurice Berger. Maurice Berger, c'est un pédopsychiatre, un psychiatre aussi, donc spécialiste et des enfants et des adultes, qui est surtout connu pour avoir analysé la question de la violence chez les enfants et les adolescents. Maurice Berger a été chef de service en psychiatrie de l'enfant au Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne entre 1979 et 2014.
connu notamment pour son engagement en faveur de la protection de l'enfant, la défense des enfants maltraités et l'analyse des besoins spécifiques des enfants. Il décrit notamment les différents troubles observables précocement chez des enfants qui n'ont pas été suffisamment protégés du comportement de leurs parents, des violences liées à des angoisses d'abandon, à l'incorporation du comportement des parents, des troubles de l'attachement avec des séquelles irrémédiables au niveau cognitif ou relationnel, des atteintes de l'image ou du fonctionnement corporel, des difficultés d'apprentissage, un sentiment de culpabilité, bref, des enjeux majeurs qui présupposent de réfléchir à la manière dont les enfants, en effet, deviennent violents. Ils ne le sont pas sans raison. Dans son ouvrage donc intitulé « Sur la violence gratuite », Maurice Berger consacre aux violences dites gratuites, c'est-à-dire aux violences qui ne sont pas crapuleuses, qui sont sans motif apparent et qui sont en constante augmentation dans notre société, un ouvrage entier qui contrecarre assez le discours journalistique ou politique actuel sur ce sujet. En effet, d'après Berger, cette violence ne peut être comprise qu'à partir d'axes plutôt psychologiques ou neuroscientifiques complexes, mais sûrement pas en justifiant la violence par un effet de précarité ou de ghettoisation des banlieues. Et dans la chanson de Michel Berger et de Luc Plamondon, il y a cette idée que si ces jeunes descendent et sont violents en ville, cela n'est pas directement dû au fait qu'ils viennent des cités dortoirs. En effet, dans les cités dortoirs, il y a bien des individus qui dorment tranquillement. Ce qu'ils ne sont pas, eux, tranquilles. Ils apportent avec eux une violence dont le but est avéré, il s'agit d'être heureux. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre cette représentation des causes de la violence et celle qui était proposée dans l'ouvrage de Maurice Berger sur la violence gratuite en France. Les raisons de la violence, d'après Maurice Berger, sont moins des raisons de ghetto ou de misère sociale que de la difficulté qu'ont certains jeunes à se construire un imaginaire, ce qu'il appelle une pensée abîmée ou très abîmée, ou même l'absence de pensée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'individu n'a pas appris à faire comme si. Il ne sait pas jouer pour de faux. Il n'a peut-être pas tout simplement appris à jouer, c'est-à-dire à prendre une distance symbolique avec le réel. Maurice Berger évoque notamment dans un entretien le cas d'un adolescent qui lui a un jour déclaré « On s'ennuyait, alors on a mis le feu à un entrepôt ». Plus de 1 700 000 € de dégâts quand même, qui ont été pris en charge par l'assurance responsabilité civile scolaire des mineurs en question. Alors il est vrai que cette violence semble immotivée. On agit sans mobile. Pourtant, elle n'est pas tout à fait sans raison. Dans son étude, Maurice Berger rappelle que 69% des adolescents très violents ont été exposés à des scènes de violence conjugale pendant les 2 premières années de leur vie. Et le docteur Berger, donc, considère que les causes premières de la violence se situent dans la petite enfance. Par exemple, dans des contextes où les mères ont eu elles-mêmes une enfance tellement désastreuse qu'elles sont incapables de sourire à leur bébé, de lui parler, de lui offrir un câlin lorsqu'il n'est pas très rassuré. Des parents qui ne jouent jamais avec leur enfant petit. Or, précisément, cet auteur insiste beaucoup sur les jeux. Les jeux où l'on joue directement avec son enfant, pas tout à fait les jeux vidéo où les parents sont à distance, sont absents du processus. Jouer avec son enfant, c'est d'abord lui parler, c'est appréhender ses craintes, c'est lui apprendre à dissocier le réel et le virtuel, c'est apprendre à faire comme si, et c'est essentiel. Un enfant qui sait ainsi symboliser, qui sait se mettre à distance, peut rêver, rêvasser. Or, les enfants qui n'ont pas appris à jouer avec leurs parents ne savent pas rêvasser. Ils ont une pensée appauvrie, dit Maurice Berger. Ce qui lui fait conclure que détruire, frapper, violenter, c'est le jeu de ceux qui n'ont pas d'imagination. Ils n'ont pas appris suffisamment à symboliser, à penser, à se détacher du réel par le biais de la fiction et donc à dissocier la violence réelle de la violence fictive. Un parent délivre des émotions, donne à voir en son visage des émotions. Si l'enfant est seul, n'est pas confronté à ce système d'émotivité, il sera sans capacité de lire les émotions et donc de comprendre de manière empathique l'autre sur le visage de cet autre. Là est peut-être la source réelle de ce qu'on appelle la violence gratuite, c'est-à-dire qu'on est confronté à une violence
qui se fait en l'absence de toute forme d'empathie, de capacité à comprendre ce que l'autre pourrait ressentir. Et cette absence de sentiment de culpabilité est sans doute relayée par le fait que cette violence est peu punie. Pour un agresseur mineur, on est puni d'un sursis lorsqu'on n'est pas récidiviste, et donc on n'est pas véritablement puni lorsqu'on est puni d'un sursis. Et si les familles ne mettent pas une sorte de butée à cette violence des enfants, c'est qu'eux-mêmes n'arrivent pas à produire un interdit. Les jeunes ont besoin d'interdits, un interdit d'agir, une butée, dit l'auteur, une butée matérialisée pour comprendre que la loi a une existence, pour comprendre que la loi a une raison. Alors, est-ce que les banlieues sont le lieu où les familles, par exemple, sont des familles dysfonctionnelles, où les pères, souvent partis, ne s'intéressent pas à leurs enfants, où les mères, qui travaillent toute la journée, ne peuvent pas accorder le soir de temps au jeu, qui serait structurant de l'élaboration de cette distinction dont on a parlé tout à l'heure entre la fiction et le réel de la violence. Sans doute, si l'on suit la chanson quand on arrive en ville. Parce que pendant que ces jeunes vont en ville et agressent des passants, leurs parents dorment après une journée de travail, c'est-à-dire ne s'occupent pas d'eux. Les jeunes qui sont décrits sont des jeunes abandonnés, qui sont devenus des SDF, des zonards. Ils n'ont pas de loi pour les structurer. C'est eux-mêmes qui font ce qu'ils croient être la loi en déboulant dans les quartiers huppés et en détruisant tout sur leur passage. Peut-être que les jeunes décrits dans cette chanson et qui souhaitent tant être heureux en sont absolument incapables. Leur désœuvrement est peut-être davantage la cause de leur violence qu'une rébellion à l'endroit d'une société inégalitaire, ce qui était sans doute, il me semble, le sens premier de cette chanson qui s'attaquait à une société capitaliste, où de riches individus, des businessmen, vivaient dans des hauts buildings. La violence des quartiers a peut-être une cause plus psychologique que ne le suggère l'expression très galvaudée de violence des quartiers ou de violence des cités. C'est d'abord un mode social d'éducation qui est en cause, un rapport à nos enfants, un rapport au temps aussi que nous accordons à nos enfants, une démission relative à l'endroit de la nécessité de poser des interdits, et plus profondément une difficulté des parents eux-mêmes à gérer leurs désirs, leur rapport à la violence, leur rapport à la pulsion. Une hypothèse formulée dans la chanson est la suivante. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre, c'est peut-être qu'on est débile. Il peut être intéressant, je pense, de faire le lien entre cette expression, c'est peut-être qu'on est débile, et la thématique développée donc par le médecin Maurice Berger, qui évoquait une pensée qui avait été abîmée. Quand la pensée est abîmée, on ne réfléchit plus et on adhère à des théories de complot. Quand la pensée est abîmée, on ne réfléchit plus et on adhère à des dogmatismes. Quand la pensée est abîmée, on peut devenir violent en effet. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse du désespoir. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir, du moins, dit la chanson, c'est ce que disent les journaux du soir. Autrement dit, la chanson évoque une presse, à plusieurs niveaux d'ailleurs dans la chanson. Les arguments qui permettent de justifier la violence sont assénés par la société qui cherche des raisons à la violence, qui ne peut comprendre qu'une violence puisse être sans mobile. Mais il me semble que ce que disent les journaux du soir n'est pas si idiot quand on y pense. Il y a en effet une débilité au sens donc de la pensée abîmée chez Berger, et puis il y a le désespoir, c'est-à-dire l'absence d'espoir. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. Autrement dit, il y a une peur de mourir chez ces jeunes, de ne pas pouvoir trouver de sens à leur existence. Et il y a une absence d'espoir, et l'absence d'espoir, c'est ce que littéralement on appelle le désespoir. Or, pour pouvoir formuler un espoir, il faut encore penser, il faut être capable de se projeter. Autrement dit, nous avons besoin d'insuffler chez nos jeunes enfants un espoir à travers la capacité même de penser. Le dernier point d'analyse qui m'a intéressé dans cette chanson, c'est son tout début, où il est évoqué « c'est l'heure où les zonards descendent sur la ville, qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les zonards ». Ce discours qui incrimine toujours les zonards, comme si seuls les zonards étaient responsables des violences arrivant en ville, est peut-être le discours des journaux du soir évoqué un peu plus tard dans la chanson. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir, du moins c'est ce que disent les journaux du soir quand on arrive en ville.
Il y a donc un discours sur les banlieues, un discours relayé par les médias. À travers la formule « c'est toujours les zonards », la chanson nous met le doute. Et si ça n'était pas toujours les zonards qui violaient les filles ou qui mettaient le feu au building? Et après tout, la thématique, un peu cliché de la violence des banlieues, dit certes une réalité de violence dans les banlieues, mais suggère que la violence est le propre des banlieues. Or, rappelons cette autre chanson de Starmania. Le monde est stone. Le monde est stone pour tout le monde. Même le businessman a le blues. Et peut-être lui aussi néglige-t-il de jouer avec ses enfants parce qu'il a trop de travail. Peut-être lui aussi engendre-t-il, sans le savoir, dans un contexte plus privilégié d'un point de vue social, une violence liée à sa propre défection en tant qu'il n'apprend pas à ses enfants à symboliser le rapport à la violence. Difficile donc de rattacher d'emblée la violence à un espace en particulier, quand bien même cet espace, en effet, peut cristalliser l'ensemble des tensions qui occupent une société ou des frustrations que vivent les êtres humains. Pour conclure cette analyse, un petit rappel. Maurice Berger n'excuse pas la violence. Il cherche depuis des années à en expliquer les ressorts chez les enfants, chez les adolescents, qui sont donc ses patients, mais il considère que la violence doit être punie. Elle ne peut pas être excusée au prétexte qu'elle est expliquée. Il est important qu'un système juridique rétablisse la part d'autorité qui manque précisément à cette jeunesse dépourvue de cadre. On ne saurait négliger non plus le rôle essentiel, quoique indirect, de l'aménagement d'un territoire. Car un espace qui multiplie non pas les frontières qui sont poreuses, mais les murs infranchissables d'un point de vue symbolique, c'est une société qui produit ses propres frontalités. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à soutenir mon travail par un petit pouce en l'air si vous l'appréciez. Je vous retrouve dans 3 semaines puisque je vais prendre une pause pour fêter Noël en famille. À très vite sur Athénée Noctua pour philosopher un peu ensemble.